That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. Non, c'est pas l'anniversaire de la mort de Bob Marley, c'est Jean-Paul qui a quelque chose de spécial à nous parler ce matin. Jean-Paul, bonjour. Et bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien. On repart combien d'années en arrière? Les 128 ans aujourd'hui, le 23 juillet, en fait, on commémore les 128 ans de la naissance de Haïlé Sélassié Ier, qui était le dernier empereur d'Éthiopie. C'est la raison pour laquelle il y a en fond sonore cette chanson War de Bob Marley, qui s'est inspirée d'un discours que Haïlé Sélassié avait fait sur la tribune de l'ONU en 1963. Alors bon, on va pas parler de cette chanson. En fait, on vient parler de celui qui était véritablement considéré comme issu de la plus ancienne monarchie au monde jusqu'en 1975, à la date où celui-ci fut renversé, le 14 septembre, notamment par un groupe de jeunes militaires. Haïlé Sélassié, ce qui est intéressant, c'est d'abord l'histoire de sa vie. Et c'est ce qui va nous intéresser d'abord ce matin. C'est qu'il est né, comme je l'ai dit, le 23 juillet 1892, dans un village, Edjarsagoro, c'est dans la province de Harar, au nord de l'Éthiopie. Alors, il est le fils de Maïkonnen. Et donc Maïkonnen, c'était le frère de Ménélik II qui était le souverain d'Éthiopie à l'époque. Et donc lui, il ne va pas connaître sa mère parce que sa mère décède alors qu'il avait l'âge de 5 ans de choléra. Et donc il est élevé d'abord par son père jusqu'en 1910, lorsqu'il perd son père. Et bien là, il est placé directement. Il est récupéré par son oncle Ménélik II qui assure son éducation. Et là, très vite, on découvre que c'est quelqu'un, même s'il a une santé très fragile, mais c'est quelqu'un qui est passionné par les études, il est passionné par le pouvoir, par l'exercice du pouvoir. Et donc très vite, il va s'avérer être quelqu'un de très fin, de très intelligent. Et donc Ménélik II va le prendre sous son aile et va commencer à lui confier des responsabilités. Et c'est ainsi que, en lui confiant des responsabilités, il va s'attirer un peu les foudres de son cousin, qui était le prince Lijyasu, qui était le prince héritier, et petit-fils de Ménélik II, donc qui était le neveu de Rastafari. Et donc à ce moment-là, en 1916, une assemblée va décider, à la mort de Ménélik II, que ce ne soit pas l'empereur, le prince héritier Lijyasu qui prenne le pouvoir, mais que ce soit plutôt sa tante, qui devient l'impératrice Zaïditou, et celle-ci devrait en quelque sorte partager le pouvoir avec Rastafari Maïkonnen, donc avec Haïlé Sélassié. Et donc Haïlé Sélassié va, entre 1916 et 1928, il va occuper le poste de régent de l'Empire. Et puis, entre 1928 et 1930, il devient roi d'Éthiopie. À côté, bien entendu, le roi, c'est celui qui exerce maintenant véritablement le pouvoir, mais qui ne le détient pas. À côté de, évidemment, sa tante Zaïditou. Et lorsque celle-ci décède le 2 avril 1930, il prend maintenant le titre d'empereur d'Éthiopie. Et c'est là où il devient Haïlé Sélassié Ier. Alors, donc, c'est quelqu'un qui va exercer donc le pouvoir de 1930 à 1936 et de 1941 à 1975. Alors, entre 1936 et 1941, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale. Les troupes éthiopiennes vont décider d'envahir l'Éthiopie. Il ne faut pas l'oublier qu'en 1896, d'abord, il va y avoir une première tentative italienne d'envahir l'Éthiopie. Et c'est son père, Maïkonnen, qui va être l'un des grands artisans de la défaite des Italiens dans la bataille qu'on appelle la bataille d'Assoua. C'est cette bataille-là qui va être la première d'une armée occidentale sur le continent africain face à une armée africaine. Et c'est l'une des rares même de l'histoire jusqu'à présent. Et donc, c'est quelqu'un, donc l'Italie avait cette volonté d'essuyer ce qu'elle considérait comme étant une erreur de l'histoire. Et donc Mussolini, lorsqu'il va arriver au pouvoir, dans sa volonté de conquête, exactement comme l'avait Hitler pour l'Allemagne nazie, il va donc décider dans un premier temps, autant Hitler, lui, il va essayer de gommer ce que lui considérait comme étant une erreur de l'histoire concernant la défaite de l'Allemagne face à la France, notamment avec le traité de Versailles. Mussolini aussi va exactement avoir la même ambition, c'est celle de gommer cette défaite italienne là dans la bataille d'Assoua. Donc en 1935,
en 1931, il va lancer des troupes en Éthiopie, et donc c'est cette occupation-là de l'Éthiopie qui va contraindre Haïlé Sélassié pendant 5 ans à aller en exil. Il va aller notamment vivre en Angleterre, et par la suite il va continuer à exercer une très grande influence dans son pays, et grâce au soutien des Occidentaux, notamment des Américains, des Britanniques et des Français, il va parvenir à récupérer la totalité de son pouvoir et revenir en Éthiopie en 1941. À partir de là, il va y avoir 2 Haïlé Sélassié. Il y aura un Haïlé Sélassié sur le plan international où il aura véritablement réussi, ça il faut le dire, et même l'héritage d'Haïlé Sélassié sur le continent africain en termes de politique générale sont toujours présents. Sur le plan international, il va faire partie, dès la création de l'ONU en 1945, l'Éthiopie va adhérer à l'ONU. En 1900, à partir de là, il va œuvrer pour aider les États africains à obtenir leurs indépendances, et donc il va être l'un des chantres même de l'Union africaine, puisqu'il va être celui qui va être à l'origine de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, et c'est la raison pour laquelle le siège de cette organisation, qui est devenue entre-temps l'Union africaine, est à Addis Abeba. Et donc, à côté de cela, il va être aussi celui qui va être un véritable chantre pour la paix. Il ne va cesser d'œuvrer pour un non-alignement, parce qu'il va être avec Nehru, le premier ministre indien, et le président d'Indonésie, Sukarno, ceux qui vont être à l'initiative de ce qu'on appelle les pays non alignés, c'est-à-dire des pays qui ne se réclament ni du bloc capitaliste, ni du bloc socialiste. Et donc, il va être dans cette neutralité-là tout au long de sa carrière. Et donc, c'est ce qui va faire qu'il va entretenir de très bonnes relations, aussi bien avec les pays du bloc de l'Est, les États-Unis en tête, qu'avec des pays du bloc de l'Est, avec notamment ceux qui étaient l'URSS, ou les pays qui se réclamaient du marxisme, léninisme ou du communisme. Et donc, sur le plan international, il y a véritablement cette très grande réussite-là. Maintenant, sur le plan intérieur, c'est là où le bas blesse véritablement lorsqu'on s'intéresse à Haïlé Sélassié. Alors là, on découvre un peu ahuri que Haïlé Sélassié, sur le plan intérieur, c'était quelqu'un qui écoutait peu, qui était vraiment ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'un dictateur. Il n'a pas su, au moment, avec la fin des années 60 et le début des années 70, autant il faut savoir que lorsqu'il commence à exercer le pouvoir, au début des années 20, jusque lorsqu'il devient empereur dans les années 30, il va être celui qui va véritablement amorcer le développement économique de l'Éthiopie. Et il va véritablement mettre fin, par exemple, en 1925, à une pratique très ancienne qui concernait l'esclavage. C'est lui qui va mettre fin à l'esclavage en Éthiopie. Et donc, c'est lui qui va également être le premier à introduire dans les programmes scolaires éthiopiens des programmes qui viennent notamment d'Europe, parce que lui, il aura reçu durant sa scolarité une formation notamment de la part des missionnaires français. Donc c'est lui qui va commencer véritablement à amorcer le développement économique, mais après cela, malheureusement dans la deuxième phase de son règne, et notamment comme je l'ai dit à la fin des années 60, il n'aura pas su faire face aux bouleversements économiques que connaîtront le monde, hein. Il ne va pas aussi sur le plan économique bénéficier de ces 30 glorieuses-là, hein, qui étaient 30 années ininterrompues de croissance dans lesquelles la plupart des pays développés ont été parvenus à gagner de la croissance. Or, lui, il ne va pas prendre un tournant industriel, il ne va pas donner un tournant industriel à l'Éthiopie, il va continuer à la cantonner dans ce système-là où on avait une agriculture assez ancestrale, assez basique et autres, et donc il ne va pas vraiment se rendre compte que le modèle économique qu'il appliquait à l'Éthiopie ne pouvait plus s'adapter au monde dans lequel il était à l'époque. Et donc ça va avoir des effets catastrophiques. Il faut notamment au niveau des crises économiques de 1971 et 1973, avec les deux chocs pétroliers, il va y avoir donc là des pertes sèches pour l'économie éthiopienne, qui est une économie rudimentaire. Et donc à partir de là, malheureusement aussi, il va y avoir des effets des aléas climatiques qui vont arriver, avec notamment la terrible sécheresse des années 74 et 75. Et durant ces sécheresses-là, Haïlé Sélassié ne va pas être capable de véritablement mobiliser les ressources du pays pour aider les populations les plus pauvres. Il faut savoir que durant cette sécheresse de 1974, plus de 100 000 Éthiopiens étaient morts de faim. Et donc c'est à cause de
cette incapacité-là, Haïlé Sélassié avait cette incapacité à faire face aux vrais problèmes internes, notamment les problèmes économiques et tous ces corollaires sociaux que cela entraîne, qu'il va y avoir une espèce de ressenti, il va y avoir une espèce de colère qui va gronder, monter, jusqu'à ce qu'un groupe d'officiers marxistes et léninistes, en tête desquels Mengistu Haïlé Mariam, décide de le renverser le 12 septembre 1975. Et donc à partir de là, on sait déjà qu'il sera emprisonné. On sait aussi que par la suite, on ne le découvrira que à partir de 1991, parce que entre 1975 et 1991, Mengistu Haïlé Mariam était celui qu'on appelle le Négus rouge, qui va mettre en place une dictature terrible en Éthiopie. Et donc on va découvrir à la chute du régime de ce dernier en 1991 que le corps d'Haïlé Sélassié se trouvait tout simplement sous le plancher du bureau de Mengistu Haïlé Mariam. Et donc ce corps-là sera évidemment exhumé, et puis le 5 décembre 2000, il aura droit à de véritables funérailles nationales, notamment au niveau de la cathédrale d'Addis Abeba. Donc Haïlé Sélassié, malheureusement, n'est plus. L'Empire d'Éthiopie aussi n'existe plus, puisque à partir de 1975, la République va être déclarée en Éthiopie, et donc l'Empire va être totalement dissous. Les enfants, il avait laissé 6 enfants. Ces enfants-là vont être en exil. Maintenant, évidemment, certains de ces petits-enfants et arrière-petits-enfants sont revenus à la demande du gouvernement éthiopien. Ils sont revenus vivre en Éthiopie. Il faut savoir que, il faut aussi comprendre qu'à partir des années 2000 et des années 2001, il va y avoir une volonté de la part de certains historiens, et une volonté aussi affichée du peuple éthiopien de ne pas tourner le dos à son passé, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que c'est l'une des plus vieilles familles, la famille Haïlé Sélassié, la famille Sélassié plutôt, est l'une des plus vieilles familles au monde, puisque on retrouve ses origines à la reine de Saba et le roi Salomon. Et donc, c'est une famille, évidemment, pour les Éthiopiens, il était important que ce pan de l'histoire-là soit remis au goût du jour, et évidemment soit protégé et diffusé, entre autres. Et puis, à côté d'Haïlé Sélassié, il faut aussi savoir que l'image, évidemment, dont en ont fait les Rastas, donc les adeptes. C'est la question que j'allais te poser. Comment les Rastas ont su que le gars-là était important pour l'histoire de leur religion, le Rastafari? Alors ça, c'est intéressant, la mesure où tout commence en 1927, en Jamaïque, notamment dans la région de Saint Anne's Bay, dans une église locale qui était dirigée par Marcus Garvey. Marcus Garvey, à cette époque-là, il était revenu en Jamaïque après avoir connu des déboires économiques et politiques aux États-Unis, où il avait tenté d'abord de faire une carrière politique, puis une carrière d'homme d'affaires, malheureusement qui n'avait pas marché. Et puis lorsqu'il est rentré en Jamaïque, il va se baptiser, il va créer son église. Et puis en 1927, il va faire un prêche qui va devenir très célèbre. Il va dire aux Noirs, regardez vers l'Afrique où très bientôt un roi noir sera couronné, et c'est ce roi-là qui va apporter la rédemption. Comment il a su ça? C'était une révélation. C'était une révélation, il a eu une vision, d'accord? Et donc en 1930, Haïlé Sélassié devient empereur d'Éthiopie. Donc à partir de là, les adeptes du rastafarisme vont voir dans cette prédiction de Marcus Garvey la preuve que Haïlé Sélassié était véritablement le rédempteur, le sauveur du peuple noir, que Dieu avait envoyé, donc l'équivalent de Jésus-Christ, mais cette fois-ci pour les Noirs, parce que les Rastafariens estiment que chaque peuple a eu son sauveur. Les Juifs ont eu Moïse, les chrétiens ont eu Jésus, et donc pour les Rastas, pour les Noirs, c'est Rastafari, c'est Haïlé Sélassié premier, et donc c'est lui qui viendra sauver le peuple noir. Mais il faut bien comprendre que pour Haïlé Sélassié, ça n'avait absolument rien à voir, puisque Haïlé Sélassié va faire une visite officielle en 1966 en Jamaïque, et là, ça ne va pas très bien se passer pour lui, parce qu'il va découvrir ahurir des centaines de milliers de personnes, des Noirs, qui sont là, qui l'acclament, qui lui lancent des louanges, certains entrent en transe, etc. Et il y a un de ses biographes officiels qui dira même que Haïlé Sélassié va, en s'adressant aux responsables de l'église orthodoxe éthiopienne qui faisait partie du voyage, il va lui dire que je ne comprends pas pourquoi ces gens-là se
se comportent ainsi en me voyant et je pense qu'ils ont un problème et je te confie à toi, le chef de l'église orthodoxe, de régler leurs problèmes, d'essayer de comprendre pourquoi ils se comportent ainsi. Et c'est ainsi que l'église orthodoxe d'Éthiopie va s'installer en Jamaïque et elle y est présente jusqu'aujourd'hui. Mais ça n'a absolument pas changé l'image que les Rastas font de Négus. Il va y avoir même une polémique en 1975 lorsque l'on va annoncer en août 1975 la mort du Négus, non pas en août, en décembre 75 pardon, la mort du Négus. Eh ben les Rastas vont dire qu'il n'était pas mort. Beaucoup vont faire du déni. Ils vont estimer qu'il n'était pas mort, que c'était une volonté des puissances occidentales de vouloir nuire à son image, et d'autres au contraire vont estimer qu'il n'était toujours pas mort. Il était certes plus présent physiquement, comme Jésus est monté au ciel. Et ben c'est exactement ce qu'il a fait. Il est reparti au ciel et que de là-bas il va évidemment se préparer. Le même discours que pour les chrétiens qui estiment que Jésus va revenir. Alors ce que je voulais savoir, c'est quel est le discours de Sélassié que Bob Marley a retranscrit dans la chanson qui passe en fond sonore. Alors comme je l'ai dit, c'était en 1963 à la tribune des Nations Unies. C'était un discours que Haïlé Sélassié avait fait principalement pour parler du colonialisme. Parce qu'il faut savoir qu'en 1963, il y avait encore des États africains qui n'étaient pas indépendants, notamment les pays qui étaient les anciennes colonies portugaises. Parce qu'il faut savoir que dans les années 60, il va y avoir les colonies portugaises et espagnoles. En Espagne, par exemple, on a la Guinée équatoriale. Et au Portugal, les colonies portugaises, on a l'Angola, on a le Sao Tomé et Principe, on a la Guinée-Bissau, on a le Cap-Vert, d'accord. Donc ces pays-là, et on a le Mozambique. Donc ces pays-là sont encore sous la domination de l'ancienne puissance coloniale portugaise. Et donc ce discours-là, et malheureusement aussi, il va y avoir dans les années 60, c'est une période très terrible, notamment pour les pays même qui avaient obtenu l'indépendance. On se rappelle que dans les années 60, il va y avoir des coups d'État successifs et autres, et voire même des guerres civiles dans certains États. Le cas au Congo, qui, dès le Congo prend son indépendance en 1960, en juin 1960, et bien en 61, on est déjà en pleine guerre civile. Donc, c'est dans ce climat, d'un côté, on a des États qui se battent pour leur indépendance, notamment les ressortissants des anciennes colonies portugaises, et puis on a d'autres colonies dans lesquelles il y a des guerres civiles internes, des guerres fratricides, parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre sur le modèle de gouvernement, le modèle de gestion à mettre en place. Et donc il y a aussi là, à partir de ce moment, la naissance des dictatures militaires qui vont commencer à partir du début des années 60 on peut dire jusqu'au milieu des années 80, s'aligner dans beaucoup de pays africains. Donc c'est lui, il avait véritablement cette vision-là, et lui, il estimait que le mal profond, le mal profond, qui était la conséquence de la guerre, donc qui n'était que la partie visible de l'iceberg, qui n'était que la conséquence de soit une mauvaise gestion, soit l'incapacité à pouvoir mettre en place des sociétés égalitaires, des sociétés plus justes à l'intérieur du continent africain. Et donc tant qu'on n'allait pas essayer de résoudre ces problèmes de justice sociale, ces problèmes d'égalité sociale, on n'allait pas mettre en place des mécanismes qui pourraient garantir à tous les citoyens un épanouissement personnel, eh ben, il y aurait toujours des malentendus et il y aurait toujours des tensions, et ces tensions allaient inexorablement aboutir toujours à des conflits, à la guerre, et au final c'est tout le monde qui paye. Et il faut savoir que cette chanson a été reprise par Bob Marley et est sortie dans l'album Rastaman Vibration en 1974. C'est une chanson qu'il a écrite en 7-8 ans, parce que lui, il n'a pas changé le discours d'Haïlé Sélassié, il n'a pas changé un mot. Donc trouver les notes qui pouvaient ensuite véritablement s'aligner sur ce discours-là, pour moi, c'est une prouesse extraordinaire. Il a montré, Bob Marley, que c'était quelqu'un d'extrêmement talentueux. Prendre un discours, surtout un discours aussi important, et derrière, il ne faut pas oublier, quand il le sort en 1974, eh bien, on est toujours en 1974, il y a la guerre en Rhodésie, il y a la guerre dans beaucoup de pays, soit des guerres civiles, soit des guerres d'indépendance. Donc tout ça, surtout en 1974, on avait la guerre en Guinée-Bissau et au Cap-Vert avec Amilcar Cabral, qui était devenu une des figures de proue même de la lutte contre le colonialisme. Et Amilcar Cabral, qui va être, malheureusement, qui n'aura pas eu la chance de voir l'indépendance de son pays d'origine, à savoir la Guinée-Bissau, puisqu'il sera assassiné par les
portugais quelques mois avant. Mais lui, au moins, c'est dans ce contexte-là et à cause de cela que Bob Marley va absolument tout mettre en œuvre pour faire que cette chanson-là puisse sortir et surtout véhiculer le message de paix et de justice qui est incarné par ce discours de 1963 d'Haïlé Sélassié. Merci Jean-Paul qui revenait pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Dark Fresh Morning.